Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. 50% de risque supplémentaire de développer une forme grave de Covid menant en réanimation quand on vit dans un quartier défavorisé. C'est le chiffre avancé par l'équipe du professeur Jean Godard, médecin de santé publique à l'APHM et professeur de biostatistique à Aix-Marseille Université. Un chiffre saisissant, comme bien d'autres pourcentages contenus dans l'étude épidémiologique présentée début octobre, qui soulève notamment des inégalités entre le nord et le sud de Marseille face au Covid. Illustration d'une fracture sociale et sanitaire donc, que les politiques ont longtemps eu du mal à reconnaître. Taux de dépistage et de vaccination plus faible que sur l'ensemble de la ville, taux d'hospitalisation plus élevé, le professeur Godard est clair, cette maladie est celle de la pauvreté. Les quartiers nord démunis face au Covid, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Ce travail statistique régional intitulé Défavorisation sociale et Covid-19 associe l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, Aix-Marseille Université, l'Agence régionale de santé et Santé publique France. Jean Godard, vous l'avez piloté. Quel était l'objectif ? D'abord, en fait, il faut que je rende hommage à ceux qui sont sur le terrain. Donc, à l'association FET dans les quartiers nord, au projet Coressan dans les quartiers plutôt du centre-ville, mais aussi il y a le projet Covid Homeless qui s'intéresse aux personnes sans abri. Donc, toutes ces personnes-là, toutes les associations qui ont œuvré pour aider les personnes les plus défavorisées au cours de l'épidémie de Covid. Et le terrain, ces personnes de terrain ont bien montré de leur expérience que le Covid a eu un impact énorme chez les personnes défavorisées en aggravant les inégalités de santé. Donc les travaux avec mon équipe qu'on a menés ils sont secondaires finalement par rapport à ces actions de terrain et nos travaux ont permis de mettre en évidence que ce que les gens de terrain voyaient au quotidien, eh bien ça peut être généralisé sur l'ensemble de la ville, sur l'ensemble de la région PACA. L'objectif du travail de mon équipe, c'était de mettre en évidence, de façon quantitative, épidémiologique, ces défavorisations sociales et les inégalités de santé face au Covid qui en découlent. C'est-à-dire que les personnes les plus défavorisées, c'est eux qui ont été le plus impactés. Sophie Manelli, vous êtes journaliste au pôle Société de la Provence et vous vous êtes penchée sur cette étude. Qu'en avez-vous retenu ? Les chiffres qui sautent aux yeux, c'est qu'on a un risque 30% supérieur par rapport aux autres habitants de la ville pour l'hospitalisation Covid. Et ce risque, il est supérieur de 50% pour les patients qui arrivent en réanimation. Alors à cela, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, il y a une incidence dans les quartiers nord qui est supérieure au reste de la ville, même si elle est souvent sous-évaluée parce qu'on a aussi un sous-dépistage, avec un taux de dépistage de 30% inférieur en moyenne. On n'est pas tous égaux devant la contamination. Dès la première vague, on s'est aperçu qu'une famille nombreuse confinée dans un HLM ne présente pas les mêmes risques qu'une personne confinée toute seule ou à deux dans une grande maison de campagne. D'ailleurs, une géographe marseillaise, Isabelle Dorier, pendant le premier confinement, avait cartographié les conditions de confinement en fonction du nombre de personnes par pièce. Dans les beaux quartiers, on était à 2 personnes pour 5 pièces en moyenne, alors que dans les quartiers nord, on était à 0,8 personnes par pièce, donc souvent dans des appartements très étroits. Bon, ce qui veut dire que les conditions d'isolement ne peuvent pas être réunies de la même manière dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Et d'ailleurs, dès la première vague, des médecins avaient tiré la sonnette d'alarme en parlant de bombes épidémiologiques. Et certains ont même raconté que des pères de famille s'isolaient sur leur balcon pour ne pas contaminer leur famille, s'isolaient dans leur voiture. Enfin, c'était des situations vraiment très, très complexes. Des situations auxquelles Yazid Attala, président de SET, Santé et Environnement pour tous, a souvent été confronté. Quand vous avez des gens qui sont en sureffectif dans des appartements, forcément, quand il y en a un qui est contaminé, il va contaminer toutes les autres personnes. Quand vous avez des personnes qui utilisent les transports en commun, il suffit qu'il y en ait un qui contamine et puis qui puisse derrière propager cette chaîne de contamination. Donc, et j'estime encore une fois qu'à Marseille, nous avons évité le pire parce que ça aurait pu être bien pire compte tenu de la démographie, compte tenu de la promiscuité dans certaines habitations. Je trouve qu'on a évité une grosse catastrophe. Et si les quartiers nord sont davantage touchés, c'est que le lieu de vie influence aussi le rapport à la santé de chacun. Quand on entend parler des professionnels de terrain, effectivement, il y a cette notion de culture de la santé, de suivi médical qui n'est pas du tout la même selon qu'on a accès régulièrement à un médecin ou qu'on est dans une cité isolée de tout.
le quotidien dans lequel ces personnes vivent est autre que le nôtre. Lorsque vous avez des personnes qui n'ont pas la possibilité de comprendre le français et qui ont accès à l'information de leur pays, forcément, quand vous avez accès à votre information de votre pays d'origine, le Covid n'est pas peut-être aussi criant dans ces secteurs qu'en France. Puis certains nient la réalité aussi. Donc leur quotidien, c'est de pouvoir manger, leur quotidien, c'est de pouvoir payer le loyer, leur quotidien, c'est de pouvoir mener une vie dignement. Et donc c'est vrai que la santé passe malheureusement au second, voire au troisième plan de leurs soucis, de leurs préoccupations journalières. La surreprésentation de comorbidités a également un impact très net. On sait déjà que c'est une population où il existe une prévalence de certaines pathologies comme l'obésité, le diabète, qui explique aussi que ces personnes-là sont plus exposées au Covid. Une obésité qui s'est encore aggravée pendant le confinement. Oui, c'est ce que m'a expliqué une diététicienne de l'Espace Santé. Elle me dit qu'elle a eu des adolescents de 14 ans qui ont pris 10 kilos en 3 mois de confinement. Alors il faut dire aussi que dans ces quartiers, c'est beaucoup plus compliqué, me disait-elle, que ce soit pour pratiquer du sport, parce qu'il y a peu d'équipements sportifs, que ce soit pour s'alimenter correctement. C'est le régime soda, pizza, Capri Sun. Il y a aussi les problèmes de budget. Et elle m'expliquait qu'il y avait aussi certains parents qui avaient conscience des risques que représentait un surpoids, voire une obésité pour leur enfant, mais que quelque part, ils n'osaient pas les priver des biscuits, des goûters, etc., qui peut-être compensaient autre chose, quoi. Le diabète, l'obésité. Yazid Attala. Vous avez l'impact environnemental qui commence quand même à faire beaucoup de malades. Certes, c'est quelque chose de totalement invisible, mais qui est présent. Autant d'éléments qui font des habitants des quartiers nord des personnes plus vulnérables. D'autant qu'ils sont moins vaccinés, puisque le taux de vaccination est de 40% dans le 15e arrondissement, contre 55% en moyenne à Marseille, alors même que le vaccin réduit le risque de formes graves de 80%. Sophie Manelli. Fin septembre, les quartiers nord de Marseille étaient encore 2 fois moins vaccinés que les quartiers sud, sachant qu'à Marseille, on est déjà, on fait partie des villes déjà les moins vaccinées de France. Et là, il y a vraiment un écart énorme. C'est toujours ce manque de culture de la santé, d'infrastructures. Pourtant, il y a des efforts qui ont été faits justement, en ce sens. Les professionnels de terrain parlent moins d'un accès à la vaccination, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui se sont montées, des centres de vaccination, l'espace santé de la PHM notamment, qui vaccine gratuitement, qui fait des campagnes, il y a même du porte-à-porte, etc. C'est plus un problème de culture de la santé, en fait, et d'accès à l'information que de structures médicales présentes. Et de dialogue avec les personnels de santé. Il faut savoir que dans ces quartiers, il y a toute une frange de la population qui ne parle pas ou très peu français. D'où le recrutement de médiateurs pour faire le lien entre personnel médical et patients et s'assurer que les messages sont bien compris. Il m'a dit qu'il voulait se faire vacciner, donc je l'ai rassuré, je lui ai parlé en arabe et il est parti chercher sa femme. Bonjour. Aujourd'hui, on fait le dépistage et le vaccin. Nous proposons des actions de vaccination en pied d'immeuble, dans les centres sociaux et même au domicile. Et puis nous menons des actions de sensibilisation parce qu'on n'est pas dans l'injonction vaccinale, ça marche plus. Il faut comprendre déjà, comprendre pourquoi les gens ne se font pas vacciner, ensuite essayer de leur expliquer ce que sont les différents vaccins et à partir de là leur proposer cette vaccination, mais cette vaccination, elle n'arrive qu'en bout d'un processus qui a largement été entamé, c'est-à-dire regagner la confiance de ces personnes, de ces habitants. Ce qui est peut-être le plus important finalement. Oui, parce que l'inégalité a fait que le lien entre les organismes publics, alors je ne dis pas tous les organismes publics, ou certains territoires, c'est distendu. Et ce qu'on fait, c'est essayer de dire aux personnes qui vivent dans ces territoires, vous n'avez pas été abandonnés, ni par la mairie, ni par les différentes collectivités territoriales. Et nous sommes là pour essayer de vous faire comprendre, mais ils comprennent. Juste leur rappeler que il y a plus de personnes issues de ces territoires-là qui sont en réanimation, il y a plus de circulation dans ces secteurs-là de Covid, et ça les interpelle. Et peut-être que certains se diront, finalement, une bonne fois pour toutes, pour m'en débarrasser, je vais me faire vacciner. Ce que nous faisons lorsque nous faisons du porte-à-porte, parce qu'actuellement nous faisons du porte-à-porte pour inciter les gens à se faire vacciner, c'est d'essayer, en plus de proposer une solution de vaccination, de comprendre quels sont les freins. Est-ce que c'est un problème lié à l'administratif? Est-ce que derrière, c'est un problème lié à l'accès à un médecin généraliste? Est-ce que c'est un problème lié à un handicap? On essaye vraiment, au travers de ces actions, lorsque nous menons ce travail qui est très long et souvent qui est très ingrat, parce que c'est compliqué d'aller toquer chez les gens, mais c'est nécessaire, c'est un travail de prospection, c'est un travail sur les derniers mètres qui est nécessaire. Voilà, c'est un rattrapage
il faut quand même pouvoir derrière finir ce marathon tous ensemble et ne pas faire en sorte que certains décrochent. Il ne faut pas relâcher le travail. Jean Godard. Le problème aussi des mensonges et des fausses informations qui traînent, qui sapent un peu le travail quotidien des médiateurs en santé et des gens qui luttent au quotidien contre cette épidémie. Toute prise de position, quelles qu'elles soient, par n'importe qui soit mensonger et qui se propage via les réseaux sociaux est délétère, quelles que soient les personnes. Didier Raoult est un grand scientifique français. Il a parfois une parole médiatique qui a conduit à des réactions sur actions et qui peut-être a pu aussi créer ces phénomènes. Moi, je ne rentre pas dans ces débats. Certains médecins de la PHM ont évoqué ce phénomène. Je ne sais pas s'il y a des études, enfin pas à ma connaissance, qui ont été faites sur l'effet Raoult spécifiquement dans ces quartiers. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que pauvreté et surmortalité sont liés. Problèmes dentaires, cancers, maladies circulatoires ou chroniques sont plus fréquents chez les plus démunis, où le taux de mortalité infantile est également plus important. Il est ainsi 2 fois plus élevé dans le 15e arrondissement que dans le 11e. C'est ce que souligne Sophie Manelli. Ça, c'est une constante. En fait, on sait très bien que les populations les plus démunies sont aussi les plus fragiles face à tout un tas de pathologies. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite par l'Observatoire régional de la santé en 2009, qui montrait que pour les 6 pathologies les plus meurtrières à Marseille, le taux de surmortalité était beaucoup plus important dans les quartiers nord que dans les quartiers sud. Oui, c'est une fracture sanitaire qui est loin d'être nouvelle et qui a été identifiée depuis longtemps. Qui est identifiée depuis longtemps et qui a souvent été mis un peu sous le boisseau par les politiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Covid, peut-être ça permettra qu'on en parle davantage. D'ailleurs, même Emmanuel Macron, quand il est venu à Marseille, ça a fait partie des points sur lesquels il a insisté. Il a quand même mis des mots sur une réalité qui existe depuis fort longtemps à Marseille et qui n'a fait que s'aggraver. Si malgré les efforts des ONG et des associations, le virus a progressé plus vite dans les quartiers nord qu'ailleurs, si aujourd'hui la couverture vaccinale est plus faible dans ces mêmes quartiers, c'est parce que le réseau de soins de proximité est défaillant dans ces territoires. Il nous faut continuer de réinstaller des médecins et des soignants en ville, dans les quartiers qui aujourd'hui sont carencés. Nous ne pouvons en effet laisser plus longtemps des quartiers entiers livrés à eux-mêmes, aux maladies chroniques, à la surmortalité. Dans la 2e ville de France, il y a en plein cœur des déserts médicaux. On peut dire que le Covid est un révélateur finalement ? La Covid a été un révélateur, malheureusement, de cette inégalité en matière d'accès aux soins, a été un révélateur aussi d'une grande précarité. Quand vous avez quand même un différentiel entre les structures médicales qui sont dans ces secteurs, qui est de l'ordre de quasiment 28% pour des lits d'hospitalisation, sur les secteurs qui va du 2, 3, 13, 14, 15, 16, versus aux alentours de 72% dans le secteur sud. Donc forcément, il y a une inégalité structurelle qui fait que lorsque ça va mal, vous avez moins de recours aux médecins, moins de recours aux spécialistes, moins de recours aux médecins généralistes, qui sont les courroies, en fait, la porte d'entrée à un système de santé. Le Covid est venu renforcer encore les inégalités qui existent entre différents quartiers de Marseille, qu'elles soient sociales, qu'elles soient liées au transport, à l'accès à des équipements publics, à tout un tas de choses. Et quelque part, assez logiquement, ça se traduit aussi par la santé, d'autant plus que ces quartiers non seulement sont plus fragiles par rapport à de nombreuses pathologies, mais surtout sont de plus en plus démunis au niveau de l'offre médicale. Il y a des écarts d'installation chez les libéraux, par exemple, entre les quartiers nord et les quartiers sud, qui sont hallucinants. Par exemple, dans le 15e arrondissement, aujourd'hui, on ne compte que 80 spécialistes libéraux pour 100 000 habitants, contre 581 dans le 8e. 37 dentistes contre 158 dans le 8e. 11 sages-femmes contre 153 dans le 12e. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Les écarts sont énormes. Dans ces secteurs, la précarité, la pauvreté, elle peut s'enrayer par plus de services publics. Et plus de services publics, le service de santé en fait partie. Et quand vous avez une inégalité de traitement par rapport à ce service-là, forcément, en période d'une maladie exceptionnelle comme celle qu'on a connue, ce sont les quartiers populaires malheureusement qui payent le plus lourd tribut. C'est dans une constante. Et on aimerait quand même que de cette constante puisse naître une action volontariste. Vraiment, le président de la République est venu à Marseille avec le projet du Grand Marseille. Il y a des actions qui peuvent être menées avec des opérateurs, avec des personnes qui sont inscrites dans le territoire et qui peuvent derrière apporter une solution et faire en sorte, je prends l'exemple de la Maison régionale de santé de Malpasset, ça a changé quand même l'environnement de ce secteur. Et vous savez, lorsque vous créez une dynamique autour d'un secteur, c'est là où d'autres médecins se sentent à l'aise et viennent et on apporte une solution. Un généraliste s'installe, un pharmacien s'installe,
un kiné s'installe, des infirmiers, un spécialiste, et puis derrière, ça fait quand même une chaîne de spécialistes qui s'installent et ça redynamise tout un secteur. Et c'est ce qu'on l'espère, parce qu'encore une fois, quand vous avez la Savine, la Castellane, ou d'autres secteurs qui sont quand même à l'échelle d'une petite ville de 7-10 000 habitants, on n'est pas quand même sur un petit quartier, on est quand même sur des territoires qui sont peuplés entre 7 et 10 000 habitants. Quand vous avez ces territoires-là qui n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas accès aux médecins et qui souffrent de leur mauvaise réputation, je trouve que c'est le principe républicain qui est mis à mal, et notamment la notion de solidarité, de fraternité. Donc il faut vraiment faire en sorte que ces notions-là puissent être réelles et qu'on retrouve l'état de droit dans ces secteurs. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi, merci à nos interlocuteurs pour leur éclairage et rendez-vous pour un prochain bande passante sur laprovence.com, rubrique podcast ou sur les différentes plateformes.